RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et pour répondre aux questions sur la viticulture, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Trépeau, notre invité. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Bertrand, nous sommes début juin. Et quand on parle du vignoble, début juin est une période qui est toujours importante et qui permet de se poser la question comment ça se passe dans les vignes. Comment ça se passe dans les vignes? Quel est l'état du vignoble à cette époque de l'année? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire qu'après une année 2024 qui aura été éprouvante, on a eu l'occasion déjà d'en parler ensemble il n'y a pas si longtemps, on a une année 2025 qui commence plutôt bien. On a eu des températures en avril plutôt estivales, un début de campagne sec, c'est-à-dire avec peu d'eau. C'est bien pour tout ce qui est maladies, notamment le mildiou. Donc on a démarré la campagne avec une pression en termes de maladies pour le moment, et on touche du bois, assez faible. Et puis on a eu toujours cette intersaison qui nous fait peur pour deux raisons. Les risques d'orage avec de la grêle, on en a eu un peu, j'y reviendrai. Et puis les risques de replonger des températures avec de la gelée. Et ça, pour le coup, en Champagne, cette année, on n'a pas eu de gelée. Donc il n'y a pas eu de gelée. Là, nous sommes début juin. Les gelées, c'est derrière nous. Les gelées, c'est derrière nous. Les 5 glaces sont passées. Les 5 glaces sont passées. Et donc, ce qui attend aujourd'hui tous les vignerons, c'est la fleur. La fleur qui est arrivée, alors on est en début juin, elle est en train d'être... on arrive dans la pleine fleur, pour être plus concret. Alors la Champagne, c'est grand, hein, il faut bien se souvenir que c'est 5 départements, 34 000 hectares, donc tout ne fleurit pas en même temps sur les 3 cépages et sur les 34 000 hectares, mais globalement, ça fait une petite semaine que les premières fleurs ont commencé à apparaître et se sont répandues autour de l'appellation, ce qui peut nous faire dire que les vendanges, en tout cas, ne seront pas fin septembre, mais pourraient se situer entre la fin août et le début septembre. Parce qu'on compte en général une centaine de jours après la fleur. On compte plus en jours, Hubert. Le réchauffement climatique nous avait perturbé le compteur. Exactement, nous avait amené à 90, et en fait, tous les jours ne se valent pas. Je m'explique. La plante, elle calcule en heures de soleil plus qu'en jours. Et donc, une journée du mois de juillet ou d'août vaut plus qu'une journée de fin septembre. Donc, quand on a une fleur qui arrive de bonne heure, on aura probablement plus de journées avec des ensoleillements importants, puisque on va avoir ce petit décalage sur les beaux jours d'été. Et tout ça se retrouve sur un cycle qui, au lieu de 90, fera peut-être un peu moins, 85, 87, etc. Plus on avance la fleur, plus on se retrouve sur l'été, plus le nombre de jours diminue parce que les heures d'ensoleillement sont plus importantes. Et parlons de la fleur. Quel est le cépage qui est le premier à fleurir? En général, c'est le chardonnay. Alors, on a des variétés. Il n'y a pas un seul chardonnay en Champagne. On a différents clones, on a différentes variétés. On a aussi différents terroirs. On a des orientations nord, des orientations sud. Je vous dis ça parce que, un chardonnay qui est plutôt sur le nord de l'appellation et sur un coteau orienté nord, il fera quand même pas partie des premiers à fleurir par rapport à des pinots noirs ou des meuniers qui sont mieux orientés sur des terroirs plus solaires. Et si on veut bénéficier du parfum de la fleur de Champagne, à quel moment faut-il aller dans les vignes? Alors la fleur de vigne, vous pouvez y aller maintenant. Comme je vous dis, on arrive au stade pleine fleur. Il faut pas hésiter. C'est une odeur quand même, je tiens à préciser ceux qui ne la connaissent pas encore bien, qui est plus ténue que celle du colza. C'est quand même pas aussi fort et aussi enivrant, mais c'est très symptomatique. C'est d'ailleurs une odeur aujourd'hui qu'on utilise un peu pour des produits dérivés du champagne. Il y a des bougies où on va mettre des odeurs de fleurs de vigne, c'est une odeur assez légère que moi personnellement en tant que vigneron je trouve très agréable.
Ben bien sûr, parce que c'est une odeur et voire même un parfum plein de promesses. Tout à fait. Alors, les vignerons aujourd'hui, ils sont dans leurs vignes parce qu'il y a une végétation importante, il faut tailler, en tout cas, comment on dit Palisser en ce moment. On palisse, c'est-à-dire que les sarments ont poussé et donc il faut les attacher au fil de telle manière que ça reste en ordre. Et donc, de quoi discutent-ils au pied des vignes, nos vignerons ? Alors, les premières discussions, c'est à partir du moment où on a commencé à voir les inflorescences apparaître, c'était de discuter du potentiel de rendement. On sait qu'on a évité les gelées, on en a parlé. Il y a eu un peu de grêle très localisée sur les régions de Pierry, Saint-Martin-d'Ablois, le 3 mai, mais vraiment localisée. Donc le potentiel de récolte s'annonce plutôt bon. Mais on va voir quelque chose. On parle, c'est un mot assez marrant si vous avez des amis vignerons qui travaillent aux vignes, on parle des épaules de la grappe et de l'inflorescence. C'est-à-dire, on voit déjà un peu la forme de la future grappe. Est-ce qu'elle va être plus ou moins lourde, plus ou moins importante? Et on est un peu déçu par les épaules. La charpente n'est pas terrible. Et en fait, les anciens nous disent que c'est normal. Après 1 ou 2 années avec des rendements potentiels élevés, et ben normalement la vigne, elle s'est un peu plus fatiguée, elle a un peu moins de réserve et on a des potentiels de rendement un peu plus faibles. Donc on serait en train de s'orienter vers ça pour 2025. Mais en fait le vrai sujet, c'est pas tant de savoir ce que la nature va nous donner, c'est ça qui est formidable en Champagne, c'est ce que les opérateurs et les professionnels vont vouloir récolter pour faire du champagne. Mais avant de parler de ça, moi j'aimerais quand même savoir si le sujet par exemple de la flavescence dorée est un sujet qui est abordé. Parce que ce qui est en jeu, là, c'est quand même le patrimoine végétatif de la Champagne. Alors, tout à fait. La flavescence dorée, ça a été un message qui a été martelé depuis la dernière vendange. C'est-à-dire que on s'est réveillé, si je puis prendre l'image, un peu avec la gueule de bois après la vendange, parce que le moment où on va faire ces tournées d'inspection pour voir s'il y a des cèpes qui potentiellement sont malades, on le fait après vendange. Et donc, on est sorti d'une année 2024 qui était très éprouvante. On commence à faire des tournées de prospection et là, on voit 10 fois plus de cèpes potentiellement contaminés que l'année précédente. Et c'est une véritable prise de conscience qui touche beaucoup de secteurs. Et du coup, que ce soit les réunions de fin d'année, que ce soit encore à l'Assemblée Générale du syndicat qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 mois, le mot d'ordre de toute la profession était de dire cette année, il va falloir que tout le monde s'y mette pour la prospection après vendange, se forme à reconnaître les symptômes parce que c'est pas évident, on peut confondre la flavescence dorée avec d'autres jaunisses et d'autres maladies. Donc il y a des outils qui sont en développement, des vidéos de formation, etc. Et oui, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça, mais c'est une inquiétude où il y a d'après-vendange qui va vite s'imposer à tout le monde. Alors dans l'action repérage, et une fois qu'on a repéré, on fait quoi ? Une fois qu'on a repéré, on peut pas faire grand-chose, Hubert. On peut juste, si le pied est malade, l'arracher, quelle que soit la jaunisse d'ailleurs. Et si on commence à voir qu'il y a un foyer, c'est-à-dire un certain nombre de pieds malades, c'est de passer à l'étape d'arrachage préventif sur des zones un peu plus larges. Ensuite, certes, il y a des traitements insecticides qui enrayent le développement de la maladie, mais pour reprendre un mot pas très agréable, si vous vous souvenez, pendant le Covid, on disait qu'il y avait des mesures de freinage. L'insecticide n'est qu'une mesure de freinage. La seule mesure qui est curative, qui empêche que la maladie avec laquelle on peut éteindre un foyer, c'est l'arrachage. Alors, arrachage local, oui. Pas de l'ensemble d'une parcelle, et en imaginant que il s'agisse de pieds de vigne relativement âgés, 40-50 ans, et que le vigneron décide d'arracher la totalité, aujourd'hui, quelle solution a-t-il s'il veut replanter quelque chose qui soit résistant à la flavescence ? Alors, il peut pas planter quelque chose de résistant, c'est un message important. On n'a pas trouvé de solution génétique ou d'hybride ou de je ne sais quoi qui permettent d'éviter un pied de tomber malade. La seule garantie minimum qu'il puisse avoir et qu'il faut absolument qu'il s'assure, c'est que le pied soit indemne de flavescence dorée. C'est-à-dire que la maladie est arrivée en France parce qu'on a planté des vignes qui portaient la maladie, qui avaient déjà dans leurs racines cette maladie de flavescence dorée. Ces pieds viennent, on le sait, très clairement plutôt d'Italie, mais ça change pas grand-chose à l'affaire. Et donc la mesure que prennent tous les vignerons, c'est de planter des pieds qui ont un label ZPD4, mais c'est pas le plus important, mais qui veut dire qu'on est sûr que le pied n'a pas la maladie.
D'accord. Donc on n'est pas avec une solution du type phylloxéra où on avait dit il suffit de mettre des porte-greffes américains et la question est réglée puisque l'ensemble de la Champagne qui avait été détruite par le phylloxéra a été replantée très progressivement avec des porte-greffes américains. C'est peut-être le petit piège de la comparaison avec le phylloxéra qu'on fait tous. Ça aide à la prise de conscience de la gravité de la maladie, mais ça pourrait laisser entendre qu'on a une solution comme pour le phylloxéra, mais on l'a pas eu au début de la crise du phylloxéra. Hein. Il a fallu attendre un certain nombre d'années et arracher une bonne part du vignoble avant que la solution arrive. Souhaitons que ça ne soit pas la même chose pour la flavescence dorée. En tout cas, c'est un sujet d'inquiétude qui se partage avec celui du niveau de l'appellation, parce que le niveau de l'appellation, c'est bien sûr combien de kilos, à quel prix, pour quel chiffre d'affaires pour le vigneron producteur de raisin. Exactement. Et donc, cette question-là, elle est liée à quoi ? Elle est liée à la demande. En fait, c'est la Champagne, c'est finalement une machine assez simple. Elle doit prévoir sa production par rapport à ce qu'elle pense vendre d'ici 3 ans. Et ça, c'est difficile à prévoir. Personne n'a de boule de cristal. Donc, le deuxième paramètre, c'est ce qu'elle a vendu dans l'année. Ça, au moins, elle en est sûre. Elle fait le bilan de ce qui est sorti de la cave globale de la Champagne. Et ces deux arbitrages, ces deux paramètres lui font tendre vers un rendement d'appellation. Il y a une contrainte supplémentaire qu'on connaît bien chez C2R qui est celle du revenu des vignerons et de se dire pour que la vendange se passe bien économiquement et uniquement économiquement, il nous faut globalement 9000 kilos pour la plupart des vignerons et c'est pas du tout ce que demande le négoce actuellement. Donc il y aura forcément discussion cette année. Une question, là c'est la période de la fleur, mais c'est aussi la période de la dégustation des vins clairs en Champagne. Et les vins clairs qu'on déguste actuellement, on a commencé à le faire en février-mars. C'est ça. C'est le printemps qui suit l'année de la récolte, où on regarde quels sont les vins qui vont nous servir à faire du champagne. Ça, c'est l'année 2024, année catastrophique. Il faut se rappeler que dans certains endroits, on a récolté 500 kilos de raisins à l'hectare. Au lieu de 10 000, c'était véritablement catastrophique. Alors, qu'est-ce que donnent les vins de cette année catastrophique ? Ce ne sont pas les vins qui sont catastrophiques. Les vins de 2024, ce sont de très beaux vins. Ce sont des vins qui nous rappellent, pour la plupart des opérateurs et des œnologues de maison, les années 90. Ce sont des vins qui offrent une belle tension, c'est-à-dire un niveau d'acidité plus élevé que les dernières vendanges plus chaudes qu'on a eues. Comme quoi, un climat pluvieux et pénible pour l'homme peut être tout à fait bénéfique pour le vin. Donc je crois que la plupart des chefs de cave se régalent pour peu qu'ils aient les quantités nécessaires. Et un des problèmes... Oui, parce qu'on manquait de vin. Il faut se rappeler qu'on a besoin de quantité pour faire les assemblages, pour faire les cuvées, pour faire les bruts sans année, qui sont souvent un assemblage de plusieurs années et de plusieurs cépages. Et donc là, l'inquiétude, elle est plutôt sur la quantité. Et vous nous dites que la qualité, par contre, est très bonne. Oui, et on va avoir c'est pas la première fois que ça arrive en Champagne, mais c'est toujours un peu décevant. 2024 est une très belle année, mais on va très peu millésimer parce qu'on a besoin de quantité. Oui, parce qu'il n'y a pas de volume. Exactement. Et on a besoin du peu de volume disponible de bons vins issus de la vendange 2024 pour faire de bons champagnes d'assemblage, des bruts sans année qu'on trouvera sur le marché d'ici 2 ans, à peu près. 2-3 ans. 2-3 ans. Eh bien, merci beaucoup Bertrand pour ce point de vue d'actualité sur le vignoble. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission. À très bientôt. Merci à vous. Merci.